France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous recevons aujourd'hui notre grand invité sur France 24 et Radio France Internationale. Alors nous sommes à Bruxelles dans un studio au-dessous du Parlement européen, en sous-sol, donc pour faire un tour d'horizon de cette semaine institutionnelle très riche en actualité du côté européen, du côté des États membres. La France, évidemment, s'est dotée d'un Premier ministre bon connaisseur de l'Union européenne dans la personne de Michel Barnier, tandis que la Commission européenne poursuit sa constitution, que les prévisions économiques sont alarmistes et la guerre, bien sûr, gronde toujours à notre porte en Ukraine. Alors pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un député européen social-démocrate nouvellement élu, mais vieux routier de la politique européenne et surtout belge, puisqu'il s'agit d'Elio Di Rupo. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjà siégé effectivement dans cet hémicycle européen de 89 à 91 et vous avez depuis une carrière bien remplie de Premier ministre de Belgique, ces 5 dernières années ministre-président de la Wallonie, la région francophone de Belgique, dans un État très fédéral. On va parler de votre pays, bien sûr, mais on commence par la France qui vient de sortir de 3 mois de crise gouvernementale avec la nomination de Michel Barnier, un homme que vous connaissez bien d'ailleurs. Oui, je connais Michel Barnier, je l'ai connu quand il était commissaire responsable de la politique de cohésion. Je pense que ces derniers temps, il a montré de grandes capacités, notamment avec le Brexit, et négocier avec les Britanniques n'est pas facile. Ça reste un homme de droite, d'une droite affirmée. Je ne peux pas oublier qu'il avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Il a voulu sortir d'ailleurs très récemment la France, en tout cas proposer que la France sorte de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc. Donc le choix du président de la République française est un choix d'un homme ancré à droite, avec un profil très affirmé. Alors vous avez été effectivement patron des socialistes belges pendant de longues années. Vous n'êtes pas, vous le soulignez, du même bord politique que M. Barnier. Et vous avez d'ailleurs l'impression que la gauche française a assez mal joué son coup ? Je ne peux pas me permettre de porter un jugement. Tout dépend, bien sûr, des circonstances. La première chose qui est frappante pour un Belge, c'est que quand on devient ministre, a fortiori président ou Premier ministre, on quitte un peu sa formation politique. Quand j'étais Premier ministre de tous les Belges. Quand on est président de tous les Français. Et ce que nous faisons en Belgique, les chefs d'État, c'est le roi. Il reçoit immédiatement après les élections les présidentes de parti, et puis il nomme une personnalité pour tenter de trouver une majorité. Parfois, ça prend du temps. Ça a pris une fois 541 jours. C'était avant d'ailleurs que vous accédiez et c'est au terme de cette période que je suis devenu Premier ministre 2014. Oui, bien sûr, mais la durée de la crise politique en Belgique était de 541 jours, c'était très long. Et donc, pour revenir du côté français, la gauche générale, la gauche modérée, la gauche plus radicale, ont eu cette intelligence de s'unir, de faire bloc et d'aller aux élections. Ils sont premiers partis. Si nous étions en Belgique, nous aurions dit à ce premier parti, voilà, je vais nommer non pas nécessairement directement une première ministre ou un premier ministre, mais je vais nommer une personnalité de votre groupement pour tenter de trouver une solution. Ce qui est plus étonnant pour nous, c'est qu'on va directement à la fonction de Premier ministre d'un gouvernement. C'est clair que si ça avait été un Premier ministre du nouveau Front populaire, il est vraisemblable qu'il aurait été renversé quasi immédiatement. Mais peut-être nommer une personnalité modérée dans ce groupement du nouveau Front populaire pour essayer de dépatouiller
gratouiller un peu la situation et voir s'il ne pouvait pas trouver une majorité. Oui, alors vous notiez quand même une grosse instabilité politique en Belgique. Et la Belgique qui a aussi, alors la France est recordman du déficit public 5,6%, mais vous êtes à 4,4% de votre PIB de déficit. Mauvais élève avec nous de la zone euro. Donc, et là encore, vous êtes en pleine crise gouvernementale. Ce qui vous concerne, ça va durer ? La première chose, c'est que nous n'avons des leçons à donner à personne. Et nous tentons de résoudre nos difficultés nous-mêmes. Le 9 juin, la droite a gagné les élections. Du côté francophone, c'est plus net. Du côté de la Flandre, Vooruit, donc les socialistes flamands, ont fait un excellent résultat. Et voilà, tous ces vainqueurs sont en train de tenter de former un gouvernement. Laissons-les travailler. Pour ce qui concerne le déficit, oui, il y a ce déficit et une dette qui n'est pas aussi importante que la dette française, qu'il faudra tant soit peu résorber, mais la grande question, c'est comment, sachant que nous tenons, et surtout le socialiste que je suis, on ne peut pas toucher aux soins de santé. On doit protéger nos concitoyens. Nous avons un système de soins de santé absolument extraordinaire. Il faut le préserver. Où va-t-on chercher les moyens financiers ? 2, à quelle allure, à quelle vitesse ? Et 3, je rappelle que nous sommes devant des défis majeurs. Donc taxer les riches, vous dites peut-être la taxation, il faut de l'impôt sur les plus aisés. Non, attendez. Moi, je ne suis pas du tout un acharné de la taxation. Que du contraire, je pense que le simple citoyen, la petite entreprise, elle est largement et suffisamment taxée. Mais il y a, je dirais, des entreprises, des personnes qui ont des gains astronomiques et par rapport à ces gains astronomiques ne contribuent pas assez à la société. S'ils vivent dans une société équilibrée, s'ils vivent dans une société comme celle que nous connaissons, démocratique, avec des libertés, c'est également le fait que les femmes et les hommes politiques, notamment les progressistes, ont réussi à le faire. Et donc, il est normal qu'on demande à celles et ceux qui ont des épaules plus larges de contribuer davantage que celles et ceux qui ont des épaules plus étroites. En attendant, Elio Di Rupo, d'élection en élection, on constate la montée dans tous nos pays, au Parlement européen, des forces populistes d'extrême droite sur un discours anti-migrant en Europe. Pourquoi, selon vous, un tel succès ? Comment y remédier ? J'ai beaucoup étudié la naissance du fascisme, la naissance du nazisme. Bien entendu, on ne peut pas comparer, mais il y a des points communs qui est ce populisme. Je pense qu'aujourd'hui, notamment le Parlement européen et les institutions européennes doivent regarder cette situation à l'aune des connaissances que l'on a dans les neurosciences, c'est-à-dire le comportement humain, la nature humaine. Les citoyens ont besoin d'être rassurés, d'être sécurisés. Ils ont besoin d'avoir des perspectives pour eux-mêmes, pour leurs enfants, d'avoir un pouvoir d'achat qui soit suffisant pour vivre dignement. Et je crois aussi qu'il y a des interférences extrêmement nocives. Vous voyez un peu tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, sans aucun contrôle. On raconte non seulement n'importe quoi, mais j'ai pu constater lors des dernières élections que quand nous émettions des informations précises, pédagogiques, positives, ça ne comptait pas. En revanche, quand c'était du complotisme, quand c'était des informations fracassantes, des mensonges, ça a eu un impact important. Je crois qu'il faut regarder l'ensemble, il faut faire une analyse très détaillée de la situation, des raisons pour lesquelles ces extrêmes droites progressent un peu partout en Europe et y répondre. Ce n'est pas simple, ce n'est pas un sujet facile, mais en tout cas, moi j'ai la volonté de travailler avec mon groupe social-démocrate pour contribuer à combattre sans relâche l'extrême droite. Alors, l'Allemagne a annoncé étendre les contrôles migratoires à l'ensemble de ses frontières. Berlin juge cette mesure nécessaire pour la protection, entre guillemets, de la sécurité intérieure contre les menaces actuelles du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière. 2 semaines après l'attentat de Solingen, revendiqué par le groupe État islamique. Votre pays, la Belgique, est effectivement aussi concerné par ces mesures. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'abord, la question de l'immigration est une question très difficile. Et personne n'a vraiment la solution. Deux, il y a eu des drames avec des morts, notamment en Allemagne, et une réaction du gouvernement. Bien entendu, dans l'Europe que nous voulons construire, fermer les frontières est un acte qui n'est pas, je dirais, dans l'esprit de l'Union européenne. Mais l'Allemagne avait aussi fermé les frontières lors de la Covid. Maintenant, pour ce qui concerne ces criminels, ces fondamentalistes religieux, ces terroristes, je pense qu'on doit être sans pitié. Parce que le gouvernement répond à ce besoin que j'expliquais à un instant. Les citoyens en ont marre de ce sentiment d'insécurité qui est accru notamment par la guerre en Ukraine. Ils ont envie de vivre dans une certaine sérénité, avec un espoir pour demain, un espoir pour leurs enfants. Et c'est dans ce contexte-là que nous devons regarder la situation. Et pour ce qui concerne l'Europe, ce que je demande depuis le début, ce sont des règles claires pour savoir si oui ou non on accepte des migrants. Il y a bien sûr les réfugiés, sans entrer dans le détail, nous sommes obligés de les accueillir par des conventions internationales que nous avons signées. Il y a tous les autres migrants, dans quelles conditions on peut les accepter, pour que faire, etc., etc. Et ça, ce n'est pas encore clair. Bien entendu, il ne faut jamais oublier que derrière cette question, il y a des drames humains terribles. Mais justement, la commission Ursula von der Leyen, elle est sur les rails à la mi-septembre. Elle va se soumettre à des auditions devant votre Parlement européen, auquel vous allez, en tant qu'eurodéputé, certainement participer. Est-ce que c'est la commission la plus à droite de tous les temps, de votre sentiment, avec un agenda d'ailleurs peut-être anti-migrant? Ce qui est assez insupportable, c'est que le groupe socialiste est le deuxième plus important groupe du Parlement européen. Et personnellement, je ne me retrouve pas dans la Commission européenne, je dirais, à due proportion de ce que nous représentons. Et donc, oui, ce sera une commission très à droite, avec même des commissaires d'extrême droite, mais le fait que nous n'avons pas un minimum d'équilibre par rapport aux sociaux-démocrates est quelque chose qui pourrait nous conduire à refuser, même à voter contre la mise en place de la commission. Ce sera un vote évidemment très, très attendu. Les minorités raciales et les minorités sexuelles se sentent-elles encore bien protégées en Europe, alors qu'un certain, par exemple, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois ultra-conservateur, vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Alors, dans son pays, il met en cause les ONG, les minorités. Et ça change un peu l'ambiance quand même, non? Oui, ça change l'ambiance. Il ne va pas détruire ce que nous avons construit. L'Hongrie d'aujourd'hui, ce n'est pas Orban qui l'a faite. Ce sont les 15 pays européens qui ont accepté, après la chute du mur de Berlin, d'intégrer les pays de l'Est. On ne doit jamais l'oublier que les Occidentaux ont joué un rôle déterminant. Deux, les minorités on doit continuer à se battre pour les défendre. Mais c'est vrai aussi pour la démocratie, c'est vrai aussi pour les libertés. Nous appartenons aux 20% de la population mondiale libre. 80% de la population dans le monde est partiellement ou totalement non libre. C'est la raison pour laquelle on doit continuer de ne pas considérer que notre système démocrate de liberté et de défense des minorités, c'est acquis pour toujours. On doit véritablement continuer à se battre et à nourrir et à chérir cette démocratie. Le 9 septembre est tombé le fameux rapport Draghi, Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, pointe du doigt que Washington et Pékin ne respectent plus, selon lui, les règles du commerce international. Et sans investissement public massif, l'Union européenne est promise à une lente agonie. Ce sont ces mots. Je partage entièrement le contenu de ce rapport. Quand j'étais Premier ministre, j'ai revendiqué à maintes reprises au Conseil européen une politique industrielle européenne. À l'époque, mes collègues m'ont renvoyé et certains disaient même que j'étais communiste, ce qui pour moi n'est pas une flatterie. Et je vais vous dire très sincèrement, nous avons un retard terrible
par rapport, je dirais, aux pays globaux comme les États-Unis, comme la Chine. Et on a besoin d'une Europe de la défense, on a besoin de décarboner nos entreprises. Il faut avancer dans les nouvelles technologies. Et Mario Draghi a estimé qu'il fallait 800 milliards d'euros par an. Et personnellement, je pense qu'il faut au moins un effort de 10 ans. Et la quadrature du cercle, et c'est la question à laquelle la Commission doit répondre, comment va-t-on faire en disant aux États membres, vous ne pouvez plus dépenser, vous devez économiser, vous devez assainir, vous devez réduire votre déficit, votre dette, et en même temps, trouver les 800 milliards d'euros par an. Raison pour laquelle il faut au minimum que l'Union européenne en tant que telle ait ses propres ressources financières. Et c'est fondamental que la Commission puisse apporter une réponse qui soit une réponse qui ait du sens. Géopolitiquement, d'ailleurs, on va avoir aussi besoin d'argent. L'Ukraine a déclenché le 6 août une incursion surprise en Russie, dans la région de Koursk. Est-ce que l'Union européenne est à la hauteur ? Non. Je pense que nous devons tenir un discours qui est un discours de paix. Il est fondamental d'essayer d'aller le plus rapidement possible vers un cessez-le-feu et une négociation. Mais on ne peut pas laisser Poutine gagner, parce que si Poutine gagne, nous sommes nous-mêmes, Européens, en danger. Nous avons besoin d'une Europe de sécurité, d'Europe de la défense, non pas pour aller nous battre ailleurs, mais pour être capable de nous défendre nous-mêmes au sein de l'OTAN. Et ce sont des questions fondamentales. Et c'est vrai qu'avec les États-Unis, il faut faire en sorte que Poutine ne gagne pas. Elio Di Rupo, ancien Premier ministre belge, merci d'avoir été en notre compagnie sur France 24 et Radio France Internationale. Pour Ici l'Europe, l'actualité continue, restez sur nos deux antennes.